La langue est l'organe principal du goût. Elle est essentielle à l'être humain car elle régit d'importantes activités que sont la mastication, la déglutition, la phonation et la gustation. Elle est formée d'un enchevêtrement de muscles traversés par quelques structures fibreuses, c'est pourquoi on la décrit comme un organe musculo-membraneux. Configuration externe. Vue de profil, la langue présente deux parties, une partie fixe qui est la racine et une partie mobile, le corps, qui comprend à son extrémité intérieure l'apex. Sur une vue supérieure, on peut observer le sillon médian longitudinal, puis le V lingual, qui est formé des papilles caliciformes. Parallèle à cette formation, on a le sillon terminal, avec en son centre le foramen cecum, qui est le vestige embryonnaire du canal thyréoglosse. En arrière, la paroi devient verticale et est recouverte d'une muqueuse mamelonnée, ce sont les tonsilles linguales. Latéralement, on trouve les tonsilles, amygdales, palatines. Voyons maintenant les papilles. Il en existe 4. Les pharyngiformes, retrouvés sur toute la surface, les filiformes, qui ne possèdent pas de bourgeons du goût mais sont légèrement kératinisés, ce qui donne le râpeux de la langue, les foliés, sur les bords, et enfin les caliciformes, encore appelés circonvallés, exclusivement sur le V lingual. Sur ce schéma sont représentés les différents goûts que l'on peut distinguer grâce à la langue et leurs zones respectives. Le sucré à l'apex, l'acide en position latérale, le salé réparti sur les bords et l'amer en postérieur. En ce qui concerne la face inférieure, on identifie le frein lingual, avec autour les caroncules sublinguales où naissent les canaux de Wharton de la glande sous-mandibulaire et les canaux de Rivinus et leurs canaux accessoires de la glande sous-linguale. Les veines sublinguales sont visibles à travers la muqueuse, fines dans cette zone, et dernièrement on remarque les plis frangés, encore appelés replis dentelés. La langue repose sur un squelette ostéofibreux, composé de l'osioïde, de la membrane euglossienne et du septum lingual. Premièrement, l'osioïde est le seul os du corps humain qui se trouve dans le vide. Il est uniquement maintenu par une ceinture musculaire qui fait partie intégrante du plancher de la bouche. Il est formé d'un corps, prolongé par deux grandes cordes. Sur ce corps sont apposées ce qu'on appelle les deux petites cornes. Il va servir d'insertion à plusieurs muscles de la langue. Cet os qu'est le hyoïde forme l'angle du cou. Sur la vidéo ci-contre, on peut voir le dessin de la thyroïde, puis de l'osioïde, ensuite le cricoïde et pour finir les mastoïdes derrière les oreilles qui seront les deux extrémités de notre incision dite bimastoïdienne. La membrane euglossienne, ici en bleu, est une lame de 1 cm fixée entre les petites cornes de l'osioïde et qui pénètre dans l'épaisseur de la langue. Le septum lingual, ici en vert, est une lame fibreuse falciforme, sagittale et médiane, fixée sur la face antérieure de la membrane euglossienne et qui se fond dans les muscles linguaux. Musculature. La langue est pourvue de 17 muscles, 8 pairs et un unique impair. Ils se répartissent en muscles extrinsèques, destinés à placer la langue dans la cavité buccale, et en intrinsèques, modifiant la forme de la langue. Le principal muscle extrinsèque est le génioglosse, qui naît de l'épine mandibulaire, anciennement apophyse génie supérieur, d'où son nom, s'étale en éventail sagittal, adjacent au septum lingual, se termine sous la muqueuse linguale. Ses fibres moyennes et inférieures provoquent une protrusion, alors que sa contraction totale plaque la langue sur le plancher. Le euglosse naît du corps hyoïde et des grandes cornes, respectivement faisceau basioglosse et cératoglosse. Il s'étend en haut et en avant jusqu'au bord latéral de la langue. Il est abaisseur et rétracteur de la langue. Le chondroglosse va des petites cornes hyoïdes jusqu'aux bords latéraux de la langue, est abaisseur et rétracteur, donc complémentaire au euglosse. Le styloglosse, long et grêle, va de la partie antérolatérale du processus styloïde, de l'os temporal, jusqu'au bord latéral de la langue. Il porte la langue en haut et en arrière contre le voile du palais et élargit la langue. Le palatoglosse s'étend de la face inférieure de l'aponévrose palatine, il donne l'arc palatoglosse jusqu'à la base et le bord de la langue. Il rétrécit ainsi l'isthme du gosier en rapprochant les arcs. Le longitudinal inférieur va des petites cornes hyoïdes jusqu'à la face profonde, il est abaisseur et rétracteur. Le transverse, étendu du septum lingual au bord de la langue, mais attention, même s'il donne l'impression de traverser toute la langue, ce sont quand même deux muscles transverses accolés au septum. Il rétrécit latéralement la langue et l'allonge longitudinalement. Le vertical, c'est un ensemble de faisceaux verticaux disséminés, ils aplatissent et allongent la langue. Le longitudinal supérieur, c'est le seul impair, il est médian et superficiel, il va des petites cornes hyoïdes jusqu'à l'apice, il est abaisseur et rétracteur.
Vascularisation. La langue est un organe très vascularisé en raison de sa structure majoritairement musculaire. Nous allons parler de sa vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique. Artère. La principale artère est l'artère linguale. De chaque côté, elle naît de l'artère carotide externe en regard de la grande corne de l'ossioïde. Elle passe en profondeur, en dedans du muscle hypoglosse. Cette artère donne un rameau succioïdien puis les artères dorsales de la langue. Elle se divise en deux rameaux par la suite, le rameau sublingual et l'artère profonde de la langue. Il existe une adaptation de l'artère linguale présentant des sinuosités adaptées au mouvement de la langue. Veine. La veine linguale principale. Elle se situe en dehors des artères. Elle apparaît avec le nerf hypoglosse, entre le muscle hypoglosse et le milio-hyoïdien. Elle reçoit les veines dorsales, linguales profondes et sublinguales, passe en dedans du muscle stylo-hyoïdien pour se jeter dans les veines jugulaires internes. Vaisseau lymphatique. La langue est drainée en deux parties. La pointe est drainée par les lymphonoeux submentaux et le corps par les lymphonoeux submandibulaires. Il n'existe pas d'anastomose entre les deux côtés. Innervation. L'innervation de la langue est complexe et se divise en innervation motrice, sensorielle et sensitive, respectivement par les nerfs hypoglosse, lingual et glossopharyngien. Le nerf hypoglosse. C'est un nerf presque exclusivement moteur lingual. Il innerve tous les muscles de la langue, sauf le palatoglosse ou le styloglosse selon certains auteurs. Son origine apparente est le sillon préolivaire, puis il sort du crâne par le canal de l'hypoglosse et descend dans le cou jusque sous l'angle de la mandibule. Le nerf lingual. C'est un important rameau du nerf mandibulaire 5-3, responsable de l'innervation sensorielle et sensitive des deux tiers antérieurs. Il naît dans la face infratemporale et se dirige en avant vers le plancher de la cavité orale en s'insérant entre les muscles mylohyoïdiens, constricteur supérieur et constricteur moyen, puis monte sur la face externe de la langue. Le nerf glossopharyngien ou nerf 9. Il assure le goût et la sensibilité générale de la partie pharyngienne jusqu'au V des papilles circumvallées. Ce nerf quitte le crâne par le foramen jugulaire et descend le long du stylopharyngien en le contournant, puis passe entre les muscles constricteur supérieur, constricteur moyen et mylohyoïdien. En bilan, nous pouvons grossièrement résumer que les deux tiers antérieurs de la langue présentent une innervation sensitive, tandis que le tiers postérieur présente l'innervation sensorielle. L'innervation motrice est quant à elle disséminée dans l'ensemble musculaire. La langue est l'organe central de la cavité buccale. Elle est entourée d'un amas de muscles très précisément agencés pour lui procurer sa forme et des fonctions primordiales à l'autonomie de l'être humain que sont la mastication, la déglutition, la phonation et la gustation.